Ah Jean, petit Jean, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Écoute, depuis la fermeture des réseaux sociaux, depuis l'émeute écologique de 2023, c'était dur aujourd'hui de retrouver d'anciens amis, et heureusement que j'ai créé EcoloBook et que tu t'es inscrit dessus. C'est Jean. Ouais, c'est sympa chez toi, Dimitri. Ouais, bah tu vois, là on est dans le couloir, tu vois, j'ai mis un peu mes trophées, ma légion d'honneur pour le climat. Putain, c'est grand chez toi. Tu m'avais pas dit que t'avais des invités? Pergola solaire. On s'installe? Ces ouvriers, ils ont pas fini le chantier. Allez, je te laisse t'installer, regarde. Petit siège confortable, climatisé, générateur d'air, frais bien sûr, chaud en hiver. En tout cas, me remercie pas de t'avoir invité. Grâce à mes grandes actions aujourd'hui, tout ce que j'ai pu remporter, ben voilà, j'ai pu construire cette vie-là. Ouais, c'est vrai que moi j'en suis pas arrivé là, mais je me plains pas trop, hein. C'est vrai que toi tu peux en profiter, hein. Je vois tout ce que tu m'as dit, tes grandes actions, tes innovations, t'as pu arrêter de travailler. Et moi malheureusement, avec toutes les différentes réformes, je vais toujours au travail en vélo. Mais je suis fier de contribuer depuis autant de temps à la protection de la planète avec cette petite action. Ah, petit Jean. Tu les fais pas tes 70 ans quand même, hein? Merci. Ça, c'est tous les traitements, toutes les innovations, les crèmes, tout ce qu'on a créé, enfin tout ce que j'ai créé, j'ai participé à créer. Ah là là, petit Jean avec son petit vélo. Ces petites initiatives. Heureusement quand même que je me suis engagé en politique quand il a fallu passer au véhicule tout électrique, hein, pour que les petits gens n'aient plus le choix que d'aller au travail en vélo. Et les gens, faut les contraindre à grande échelle. Regarde, même une prime pour les encourager à utiliser le vélo, ça marche pas. Ouais, j'ai pas fait que ça, moi. J'ai aussi participé à l'utilisation des espaces verts et la transformation des espaces bétonnés de mon entreprise. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et on a pu produire des légumes. D'ailleurs, il y a de la soupe tous les midis à la cantine maintenant. Ça a permis de faire baisser le coût des repas pour les agents, mais uniquement ceux qui se sont engagés. Et en plus de ça, on a produit du CO2 pour préserver à notre petite échelle la couche d'eau jaune. Oui, tu veux dire que tu as produit de l'oxygène. La science et toi, Jean. Ah, petit Jean. J'ai pu faire de grandes études, de biochimie aussi, après être passé formateur. C'était il y a longtemps. Tu vois, moi, mes 60 ans, je les fais vraiment pas, quoi. Je vois ça. Et tes petits légumes, Jean, tu me faisais bien rire à l'époque. Ça a pas sauvé la France, hein. Heureusement que j'ai pu racheter SpaceX à Elon Musk et envoyer des fermes spatiales. On produit là-haut, on pollue plus en bas. Petit Jean, ça revient moins cher que de produire ici. D'accord, mais t'as quand même dû envoyer des ouvriers là-haut. Et ça pollue quand même, tous ces allers-retours en navette spatiale. Penses-tu, Jean? On a rentabilisé, on a compensé cette empreinte carbone. Souviens-toi de l'abattage de toutes les vaches de France. Tout le méthane qu'elles émanaient. Alors les Bretons ont fait la gueule, plus de beurre salé. Mais bon, on leur a donné l'indépendance, ça les a calmés. Et puis rappelle-toi, tu m'en avais parlé en 2023, cette étude suisse ils ont pu transformer et séparer les urines des toilettes de tous les gens. Ces Suisses, ils sont trop forts. Eh ben, j'ai racheté la société. T'as pas racheté la Suisse? Non, ça c'était prochain combat peut-être. Mais en tout cas, grâce à ça, aujourd'hui, on peut séparer les urines des toilettes de tous les Français et produire de l'azote, de l'engrais pour ces fermes spatiales.
Alors à ce propos, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai pissé dans ta douche ce matin, une vieille habitude. Mais j'ai su m'habituer aux 3 minutes d'eau auxquelles nous avons droit tous les jours. Tu m'as toujours fait rire, petit Jean, avec tes petites initiatives. Bah, tu sais, j'ai toujours aimé la nature. Je cours toujours d'ailleurs. À travers les vignes d'Étéril. On fait un excellent Bordeaux à Lens. Ah oui. Et les marais salants de Tourcoing. La Palmerette de Roubaix. Le Club Med de Marc-en-Barœul Paris-Plage, où on accueille tous ces migrants climatiques. Ouais, enfin ceux qui le peuvent financièrement. Parce que la frontière grillagée avec les autres pays, c'est efficace quand même. Tu penses qu'on n'en a pas fait assez et assez ensemble? Tu veux dire que depuis la Convention citoyenne sur le climat de 2019, bon, te tracasse plus, Jean. Viens, on va se baigner. Maintenant qu'on a la mer à Lille. Alors l'idée, c'est d'être dans le débat sur les petites initiatives et les grandes. Qu'est-ce qui fait mieux? Mais est-ce qu'on fait pas tout assez ensemble, assez en même temps? C'était un peu l'idée de l'écriture de notre scénette. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir, je pense, de nouveau. Ouais. Merci. Et pour information, l'invité qui va faire une conférence maintenant est aussi psychanalyste, si jamais vous avez... Elle consulte à Lille. Soit tu vas pouvoir prendre le micro comme ça, soit un micro... Donc voilà, difficile de passer après nos deux collègues, mais je vais tenter. Donc, j'en perds mon latin. Bénédicte Vidaillet, merci de participer à ces journées professionnelles et non pas journées amateurs comme le suggérait Laurent Laloux à un moment donné. Donc ce sont bien des journées professionnelles et donc vous êtes Bénédicte Vidaillet, professeur à l'université de Paris-Est-Créteil, psychanalyste à Lille, comme je venais de le dire, où vous résidez, et vous avez une activité au niveau local en tant que militante écologiste, et notamment contre l'urbanisation de la friche Saint-Sauveur. Donc vous avez écrit plusieurs ouvrages. Alors il y en a 2, je ne sais pas s'ils sont à l'écran, normalement ils devraient s'afficher à l'écran. Non. Bon. C'est bon. Ah voilà. Donc 2 ouvrages. Donc le plus ancien s'appelle Évaluez-moi. Donc je continue dans ma publicité pour la revue Les Cahiers Dynamiques. C'est lors de la rédaction de ce premier ouvrage qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. J'avais fait votre interview parce que vous aviez une manière de parler d'évaluation qui m'avait semblé extrêmement intéressante. Notamment en vous basant sur la psychanalyse. Ce qui est aussi le cas de votre nouvel ouvrage. Donc, pourquoi nous voulons tuer Greta? Ouvrage qui est disponible, si après cette conférence vous souhaitez le commander. Il sera pas vendu ici parce que c'est pas possible, mais il est disponible Ah, il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles à la vente. Sinon, vous pouvez les commander. Ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce livre, mais j'ai pas été le seul puisque c'est Sophie qui vous a contacté en premier pour cette conférence. C'est vraiment cette manière différente d'aborder les enjeux écologiques. Donc je vais pas en dire plus, je vais vous laisser parler de votre ouvrage et après il y aura une séance de questions. Donc là on a prévu 45 minutes d'exposé. À vous. Ah, voilà, d'accord. Là, vous m'entendez? Ça va? Voilà. Bon, bah écoutez, je suis très heureuse de revenir ici puisque je suis venue à plusieurs années pour faire des formations et donc je reviens. Voilà, je suis toujours contente de retrouver ce milieu de la PJJ.
Donc, comme le disait Bernard, pardon, excuse-moi. Comme le disait Bernard, là, je viens de vous parler de mon dernier livre. Alors, il y en a pas que deux, en fait. J'ai écrit pas mal de choses, mais ces deux-là, ce sont deux essais. C'est-à-dire que j'ai écrit des livres aussi plus académiques mais ces deux-là, ce sont deux essais. Je vous préviens un petit peu à l'avance, c'est-à-dire qu'il y a dans un essai, il y a toujours un côté un petit peu provoquant. Donc c'est vrai que ce titre, pourquoi nous voulons tuer Greta, je vais vous expliquer pourquoi ce titre, mais ça peut être entendu et compris de manière un petit peu, surtout que l'idée qui est derrière peut déplaire, mais on aura l'occasion certainement d'en parler à la fin. Donc c'est un essai dans lequel j'ai vraiment allié deux problématiques moi ou deux domaines d'activité qui me passionnent depuis longtemps, que j'avais pas encore réunis jusque-là. D'un côté donc la psychanalyse. Donc je pratique depuis très très longtemps et je suis installée depuis 2009, et d'un autre côté mes activités de militante écologiste très impliquée sur des luttes locales. Et c'est à partir de là d'ailleurs que le questionnement de ce bouquin a émergé. Voilà. Alors justement, alors qu'est-ce que c'est que le questionnement que je pose dans ce bouquin, et puis pourquoi j'en suis arrivée à poser les choses comme ça. Donc en fait, c'est d'abord en tant que militante écologiste que je me suis posé des questions. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je suis impliquée très fortement, que je me suis rendu compte qu'en l'espace ça fait 25 ans même. J'ai commencé en 98, et donc finalement, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que le temps passait, on était quand même des connaissances qu'on était assez peu à avoir sur le réchauffement climatique, mais aussi il n'y a pas que ça en fait. Il y a l'extinction de la biodiversité, il y a la problématique de l'eau, il y a la problématique du sol aussi, de l'appauvrissement du sol. Enfin, il y a plein de problématiques. Il n'y a pas que le problème climatique. Donc, au fur et à mesure en fait du temps, on voyait que ces informations, elles étaient de plus en plus dans le domaine public. Et je pense que c'est peut-être l'objet de la conférence d'avant, d'après ce que j'ai un peu entendu à la pause là, c'est que il y a finalement les connaissances, on les a, elles sont rendues publiques. Tout le monde peut être au courant, et en même temps, en tant que finalement militante écologiste engagée, je me rends compte que les choses ne changent pas. Et ça, c'est quand même c'est une vraie question, quoi. C'est comment se fait-il que on soit au courant de plus en plus, on est même abreuvé d'informations en fait, et d'un autre côté, ça ne change pas. Bon, et ça m'a d'autant plus frappé cet écart que en mars 2020, donc quand il y a eu l'épidémie de Covid, là au contraire, ce qu'on a observé, c'est que face à un danger, ce qui était considéré comme un danger, eh bien très rapidement, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures qui étaient très très contraignantes, très très limitantes, qui étaient totalement inédites en fait dans l'histoire mondiale. Et en plus, les gens, pour la plupart, réclamaient ces mesures extrêmement contraignantes. Et donc l'écart entre les deux situations m'a frappée. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment se fait-il que sur l'écologie, on est face à une menace qui est certainement bien plus forte, bien plus lourde de conséquences, qui menace l'être humain, mais le vivant en général. Et là, on est au courant, mais on ne fait rien, et ça dure depuis des années, des dizaines d'années. Et de l'autre côté, on a une situation avec un problème de santé publique, mais qui en effet peut être dangereux, mais qu'il est certainement moins par rapport à l'espèce humaine que les problèmes environnementaux. Et là, on assiste à une réponse immédiate. Et très forte, et une demande des gens pour que ça change. Voilà. Et donc j'ai commencé ce livre
pourquoi nous voulons tuer Greta. Je l'ai commencé au premier jour du confinement. J'avais accumulé plein de notes, plein de notes, parce que c'est comme ça que je travaille en général sur des essais. Je prends plein de notes de choses que je lis, de choses que j'observe, de situations qui m'interpellent. Et puis à un moment, je me mets à écrire. Voilà. Donc j'ai commencé l'écriture le premier jour du confinement, pour essayer d'expliquer donc cette contradiction, cette chose bizarre qui est que face à un danger qui est certainement le plus grand danger que nous ayons connu en tant qu'espèce humaine, eh bien, nous continuons de ne rien faire. Bon. Alors, en fait, je suis pas la seule à m'être posé cette question, mais ceux qui se la sont posés se la posent pas forcément ou n'y répondent pas de la même manière que moi. Alors, on a un premier type de réponse. Premier type de réponse, et elle est juste, cette réponse, c'est de dire que certains ont intérêt à ce que ça continue comme ça. Et là, on est dans une analyse que je ne conteste absolument pas. C'est-à-dire, je ne veux pas m'opposer à ce type d'analyse, parce que la mienne, elle vient, vous allez voir, à un niveau plus en amont, hein, finalement. C'est une analyse plus de structure économique. C'est une analyse, d'ailleurs, si on s'appuie sur des bases, par exemple, marxistes, voilà, il y en a qui font du profit et qui continuent, en fait, dans la direction dans laquelle on est. Technonatura, c'est ce qu'on entendait d'ailleurs un petit peu avant là avec ce petit sketch. Voilà, on entend bien que y en a qui font des profits, ceux qui finalement créent le désastre climatique par l'activité de leurs entreprises sont ceux qui vont faire aussi du greenwashing et qui vont continuer. Voilà, on voit ce qui se passe avec Musk par exemple, ou avec voilà tous ces grands capitalistes finalement qui sont aussi qui sont complètement dans l'économie verte entre guillemets, parce qu'évidemment c'est une vaste fumisterie. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de ça. Donc certains disent que ils ont pas tort, que en effet il y a tous ceux qui ont intérêt à maintenir en fait cette situation, et c'est pour ça que ça ne change pas. Bon, ok. Après, il y a ceux qui l'abordent quand même sous un angle un peu plus psychologique, en disant oui, mais finalement nous, individuellement, enfin en tant que citoyens, pourquoi on est si peu enclin à se bouger, à agir. Et une réponse, alors qu'on va trouver dans l'éco-psychologie, je ne sais pas si vous connaissez l'éco-psychologie, c'est un courant de la psychologie qui s'intéresse justement à nos réactions par rapport aux aspects écologiques, et notamment face à la catastrophe écologique. Et la réponse, c'est de dire que, alors vous avez dû vous avez dû entendre parler de ces concepts comme l'éco-anxiété. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc on serait tellement anxieux et angoissé face à ce qui se passe que finalement on n'arriverait pas à réagir. On entend aussi les mots d'apathie, d'éco-apathie, de mélancolie environnementale. Donc voilà, on serait tellement désespéré que on n'arriverait plus à rien faire. Enfin voilà, ce genre de propos, et d'idées. Alors pourquoi pas? Mais moi, de mon point de vue, le point de vue à partir duquel je réfléchissais quand même la psychanalyse, et du point de vue de la psychanalyse, c'est un petit peu trop facile. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on s'excluait de nos responsabilités aussi par rapport à finalement on peut rien faire parce qu'on est trop angoissé, on est trop démoralisé. Ok, on est démoralisé, on est angoissé, mais peut-être qu'on n'est pas que ça. Et la psychanalyse, en fait, elle vient toujours nous chercher aussi sur notre participation inconsciente à ce qui peut se produire. D'ailleurs, c'était le bouquin là dont tu as parlé sur l'évaluation, c'est comme ça que je l'abordais aussi, c'est-à-dire l'évaluation qui se diffuse partout, dont tout le monde se plaint parce qu'on n'en peut plus d'être évalué, d'être quantifié, de faire un travail du coup qui devient standardisé, etc. Et en même temps, même si les gens se plaignent, moi je me rendais compte que ça se diffusait, et qu'en fait mon hypothèse c'est que ça se diffusait pas sans aussi notre complicité, même si notre complicité elle pouvait être inconsciente. Et là c'est un peu ça aussi avec la question environnementale, c'est que mon hypothèse c'est que si finalement on continue à ne pas agir vraiment face
au désastre environnemental, c'est que au fond, on a quand même un peu notre part, et que inconsciemment, on pourrait ne pas avoir envie que ça change, voire avoir envie que ça continue, mais à un niveau inconscient. Et c'est là que la psychanalyse rentre en jeu, et c'est là que vous voyez, le sous-titre de mon livre, c'est nos raisons inconscientes de détruire le monde. Hein, voilà. Jusque là, ça va. Vous avez compris la question que je pose, comment j'essaie de l'aborder, et l'originalité en fait de l'angle psychanalytique. Alors, je vais pas vous dire toutes les hypothèses que je déplie dans le livre. Je vais en choisir quelques-unes. La première, alors, elle fait écho au titre du livre. Pourquoi nous voulons tuer Greta? Alors déjà, Greta, vous savez de quelle Greta je parle? Oui, non? Ouais, alors Greta Thunberg. Moi, j'ai une assistance quand même assez jeune, donc je pense que vous connaissez tous Greta Thunberg. Il m'est arrivé de me retrouver face à des auditoires où on me disait Greta Garbo. Ouais, non, pas du tout. Ça, c'est une autre époque. En effet, je parle bien de Greta Thunberg. Alors Greta Thunberg, donc mon hypothèse, ma première hypothèse finalement, c'est que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas envie que ça change, c'est que au fond, on ne veut peut-être pas que du bien à nos descendants. Alors, c'est voir peut-être que même inconsciemment, on est intéressé à la disparition des générations futures. Alors, c'est peut-être un peu bizarre d'entendre ça parce qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il faut faire des trucs pour les générations futures. Voilà, les générations futures. Bon. Ça, c'est ce qu'on dit consciemment. Il faudrait protéger les générations futures. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, il me semble que quand même, on fait tout pour saper l'avenir de ces générations futures. Et donc forcément, je pense qu'à un moment, il faut bien poser cette question. C'est on n'arrête pas de parler des générations futures et en même temps, on est quand même en train de les sacrifier en continuant dans la même démarche sans rien changer. C'est-à-dire en continuant à produire le désastre. Donc peut-être qu'il faudrait poser l'hypothèse. Sommes-nous sûrs de ne vouloir que du bien à nos descendants? Et ce qui m'a amené à poser ce titre, c'est que donc je commençais à réfléchir à ça, et puis bon, je reliais ça avec des choses que j'entendais au cabinet, par exemple. Les patients au cabinet, ils racontent des choses très intimes, très personnelles, il y a pas de tabou en fait. C'est ça aussi le principe de la psychanalyse, c'est qu'on dit ce qui vient sans tabou, et donc j'entends des choses j'entends par exemple l'ambivalence des patients vis-à-vis de leurs enfants. Ça veut pas dire qu'ils les aiment pas, ça veut dire qu'il y a de l'ambivalence. Et en psychanalyse, justement, on fait très attention à ces questions d'ambivalence, l'amour et la haine. C'est deux choses qui vont ensemble. Et imaginer l'un sans l'autre, c'est finalement complètement illusoire. Et j'entends des patients justement qui me parlent de l'ambivalence qu'ils peuvent ressentir par rapport à leurs enfants. Par exemple, quand leurs enfants grandissent, la difficulté qu'ils peuvent avoir à leur faire une place. Ils peuvent avoir le sentiment que ils se font un peu détrôner, déloger. C'est aussi cette patiente qui tombe enceinte. Donc elle a trois filles, et c'est quand trois filles qui sont assez rapprochées, et c'est quand l'aînée a 18 ans que cette patiente tombe de nouveau enceinte, sachant que pendant quelques mois, elle parlait régulièrement que ça l'a dérangée en fait, que sa fille grandisse, devienne une femme. Qu'elle puisse procréer, voilà. Bon, alors c'est un peu bizarre quand même de tomber enceinte juste quand sa fille aînée finalement symboliquement accède à la majorité, et avec tout ce que ça peut impliquer en termes de passage à l'âge adulte. Bon voilà, c'est ce genre de choses. Ce sont
les propos qu'on entend très très régulièrement anti-jeunes. Voilà, les jeunes ont toujours l'impression que voilà, ils font jamais ce qu'il faut. Bon, vous êtes particulièrement, vous êtes jeune ici, donc vous devez voir de quoi je parle. Bon voilà, donc c'est toutes ces choses entendues qui me font poser cette hypothèse que et puis alors il y a eu quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est Greta Thunberg. Donc Greta Thunberg qui est qui est un peu l'égérie de la génération climat. Hein, donc c'est une militante qui très jeune s'engage du côté de la cause, donc là c'est la cause climatique. Et puis je suis sidérée en 2018-2019, donc 2019, donc il y a un discours à l'ONU. Et puis il y a aussi quand elle est invitée en France par des députés et qu'elle fait un petit discours. Alors ce sont des mini-discours. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça vaut vraiment le coup de les entendre. Parce que quand on les entend, on se rend compte à quel point c'est totalement inoffensif en fait. Greta Thunberg, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle fait dans ces mini-discours? Elle prend 1 ou 2 chiffres marquants du dernier rapport du GIEC. Donc le GIEC, vous savez ce que c'est, hein, c'est le groupe d'experts internationaux de scientifiques qui justement font le point sur où on en est par rapport à la question du réchauffement climatique. Et donc elle prend un truc qui est absolument incontestable, qui émane de scientifiques. Elle extrait quelques chiffres et elle dit, ben voilà, par rapport à ces chiffres, on a tant d'années pour changer la donne. Et vous, les adultes, hommes politiques, élite économique, etc., qu'est-ce que vous faites en fait? Et est-ce que vous prenez en compte ces chiffres-là? Et si vous ne les prenez pas en compte, ben sur quelle réalité vous vous appuyez pour prendre vos décisions? Voilà, elle dit que ça en fait. Hein. Et dans son discours à l'ONU, elle avait ajouté vous nous abandonnez. Bon, franchement, c'est pas, c'est quand même pas révolutionnaire, c'est pas un truc dingue. Et moi, j'ai été sidérée par des réactions que ça a provoqué. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, des réactions d'une violence incroyable. Certains ont même appelé des gens très 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 bien, enfin très haut placés, ont même appelé à la tuer. Et puis, elle a été vraiment traitée de Pol Pot, de Robespierre. Alors oui, là j'avais noté une figure de cyborg. On l'a traité de Pol Pot. Enfin, vous voyez, ça allait quand même très très loin. Et là, je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, et à travers Greta Thunberg, c'était toute cette génération qui était et toute cette génération qui quand même réclame un avenir, qui était complètement vilipendé, insulté, et qui appelait même, on appelait même, il y avait un désir de meurtre vis-à-vis de Greta Thunberg et quelque part de la génération qu'elle représente. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment interpellée et qui ont alimenté cette hypothèse que peut-être que les générations futures, on ne leur veut pas que du bien. Et je sais pas si vous avez vu une série qui s'appelle Ad Vitam. Ça vous dit quelque chose? Je vous incite à la regarder. Je crois qu'elle a été réalisée par celui qui a fait Le règne animal, qui est un film très intéressant, je trouve, pour réfléchir à notre rapport au sauvage et à notre nature en fait. Voilà. Et dans la série Ad Vitam, donc je vous encourage à la regarder. Je vais pas tout vous raconter, sinon vous n'aurez plus envie de la regarder. Mais quand même, ça met en scène une société dans laquelle les adultes vivent ils vivent très 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 vieux. À la limite, ils peuvent vivre éternellement. Et donc, forcément, ils n'ont plus besoin d'avoir des enfants. Et alors, éventuellement, ils peuvent en avoir quand même quelques-uns dans le cadre au cas où certains mourraient quand même. Mais ils se délectent à tuer leurs enfants. Bon, alors, vous allez me dire, c'est une série. Mais c'est quand même très intéressant parce que je pense que ça renvoie à des mécanismes. En fait, ce que ça met en avant, c'est cette difficulté qu'on a à vieillir et à passer la main
parce que vieillir, ça veut dire aussi renoncer à certaines capacités, à une certaine position sociale, et il faut être prêt à ça. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Et ça, on n'en parle jamais. C'est complètement tabou, en fait. C'est complètement tabou, voire scandaleux, en fait, de dire qu'on n'a pas forcément envie de laisser la place, enfin psychiquement, inconsciemment, de laisser la place aux nouvelles générations. Alors, du point de vue de la psychanalyse, finalement, on a quelques éléments quand même sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, il y a les éléments cliniques dont je vous ai parlé avec cette patiente, mais on a aussi Mélanie Klein. Donc Mélanie Klein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une psychanalyste anglaise qui a beaucoup travaillé dans les années 50, 60, 40, 50, 60 sur la question de l'envie, au sens de être envieux, et qui pointe quand même que l'envie, donc pour elle l'envie, c'est le sentiment d'envie au sens d'être envieux, c'est quand même très très important dans notre constitution psychique. Dès l'enfance, enfin même la toute petite enfance. Mais elle dit que l'envie, elle peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des parents pour les enfants. Et finalement, elle dit que il n'est pas évident pour les parents de ne pas envier leurs enfants qui sont appelés à prendre leur place et qui sont appelés peut-être à jouir plus qu'eux-mêmes quand eux perdent certaines de leurs capacités, et entre autres des capacités de jouissance. Et il y a un autre psychanalyste qui m'a aussi un peu mise sur la voie, c'est Harold Searle. Donc Harold Searle qui est le seul en fait psychanalyste que j'ai trouvé qui s'était un petit peu intéressé aux questions de psychanalyse et écologie. Donc dans un texte de 1972. Et dans ce texte de 1972, donc qui est pas très long, qui fait une dizaine, 10-15 pages. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Il dit, un fils, donc lui, il fait l'hypothèse de l'Oedipe inversé. Vous savez, l'Oedipe, vous savez à peu près ce que c'est parce que c'est un petit peu la tarte à la crème de la vulgarisation de la psychanalyse. Mais bon, en gros, cette idée que pour grandir et pour symboliquement devenir adulte, mais finalement, il faut un moment, ce qu'on appelle tuer le père, mais en tout cas, il faut déloger ses parents d'une place idéalisée, etc. Et pour être capable soi-même de prendre une place d'adulte dans le corps social. Harold Searle, il fait l'hypothèse que ça existe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire l'hypothèse d'un Oedipe inversé, c'est que les enfants, pour grandir, c'est que les parents peuvent aussi avoir envie de tuer symboliquement leurs enfants. D'ailleurs, c'est très intéressant de revenir à Oedipe. La légende d'Oedipe, parce que le complexe d'Oedipe, ça a été dénommé comme ça par Freud à partir du mythe d'Oedipe. Alors on dit souvent, oui, Oedipe, c'est lui qui finit par tuer son père et coucher avec sa mère. Mais en fait, il faut partir du début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est qu'il y a un oracle qui annonce aux parents d'Oedipe que ils auront un fils et que ce fils finalement tuera son père et couchera avec sa mère. Et donc les parents d'Oedipe vont à sa naissance vont vouloir l'éliminer, donc le faire tuer. Bon, et puis finalement il se trouve que la personne qui doit le tuer, c'est comme Blanche-Neige, c'est pareil, ils vont la personne qui doit le tuer ne va pas le faire, et donc Oedipe va grandir ailleurs que dans sa ville natale, et sans savoir en fait qui sont ses parents. Il va être adopté par d'autres personnes. Bon, voilà. Et donc, quand il va tuer son père et coucher avec sa mère, il saura pas du tout que c'est son père et sa mère, et il va le découvrir après. Mais en fait, au départ, vous voyez, il y a quand même la volonté de ses parents de le tuer parce que il serait amené à un moment à prendre la place de son père. Donc c'est intéressant de recoller l'histoire dans les deux sens, enfin d'aller coller la première partie du mythe. Voilà. Donc Harold Searle en 72, il développe cette hypothèse et il dit: un fils ou une fille demeure de formidables rivaux oedipiens aux yeux de leurs deux parents. Par conséquent, je pense que l'une des principales raisons de la relative apathie d'un père face à des situations qui menacent sa descendance d'extinction
qu'il s'agisse de la guerre du Vietnam, parce que là on est en pleine guerre du Vietnam, hein, justement dans ces années 70, ou de la pollution environnementale, et que ces situations assurent la destruction de rivaux oedipiens dont ce père n'a jamais définitivement fait la conquête. Notre haine inconsciente des générations à venir, de notre progéniture et de la progéniture de celle-ci, notre détermination vengeresse à détruire par négligence leur droit à la vie par esprit de revanche pour les privations dont nous avons souffert de la part de nos parents, inclut et dépasse le conflit oedipien. Bon, voilà, c'est une hypothèse, on pourra en discuter. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est assez stimulante, en fait, et ça permet d'inverser un peu la logique, voilà, de se dire oui, les générations, enfin voilà, je supporte plus en fait d'entendre ce mot, les générations futures, alors que finalement tout ce qu'on est en train de faire, c'est de saper leur avenir. Voilà. Ça va au niveau du temps? Moi, je regarde. Ouais. Bon, deuxième hypothèse. J'essaie toujours de comprendre cet écart entre, enfin, en fait, pourquoi on fait rien alors qu'on est au courant de ce qui se passe. Donc, quelles seraient nos raisons inconscientes de ne pas réagir face à ce qui nous touche au niveau écologique. Alors, ma deuxième hypothèse, elle est relative cette fois à notre rapport profond à la nature. Donc là, c'était notre rapport profond finalement à notre progéniture, notre descendance. Là, je vais vous parler de notre rapport profond à la nature. Alors, dans notre culture, dans notre culture occidentale, il y a je sais pas si vous avez entendu parler d'Escola, Philippe d'Escola, qui est un anthropologue. Ça vous dit quelque chose qui a entendu? Parce que c'est un nom qui revient souvent, oui, d'Escola. Donc c'est un anthropologue de la nature, enfin de notre rapport à la nature, et il montre qu'il y a différents rapports en fait civilisationnels ou culturels à la nature. Bon, celui qui domine le monde, malheureusement, c'est le rapport occidental c'est celui qui se développe en fait, mais ça n'est pas le seul. Et c'est un rapport très instrumental à la nature. C'est un rapport où on est séparé de la nature, et c'est un rapport très instrumental, et où finalement la nature, on la met à notre service. Et c'est un rapport totalement désacralisé. Bon, voilà. Donc c'est de ce rapport-là dont je vais parler. Mon hypothèse, mais là encore à chaque fois je m'appuie sur, je suis pas toute seule à penser ça. Mon hypothèse, c'est que notre rapport profond à la nature, c'est un rapport de peur très très grand. C'est-à-dire que, et c'est parce qu'on a une très grande peur de la nature que au fond on a un désir de la détruire. Alors là, et ça c'est ma singularité, c'est de m'appuyer sur la psychanalyse pour penser ça. Alors que nous dit Freud? Donc Freud, dans ses textes, d'ailleurs oui je parle de Freud, je sais pas si tout le monde connaît Freud, enfin peut le situer. Freud c'est le père de la psychanalyse, c'est le fondateur de la psychanalyse, qui va développer son corpus théorique entre 1900 et 1930. Je crois qu'il meurt en 36 ou en 38, je ne sais plus. Voilà, et donc ce qu'a écrit Freud dans ses textes, c'est que finalement le bébé humain se présente au monde en état de ce qu'il appelle Hilflosigkeit, qui est un terme qui veut dire c'est une détresse puissante, profonde, c'est une impuissance absolue. Donc c'est dans cet état-là que l'homme se présente au monde. Et cette détresse infantile, en fait, pour Freud, enfin, elle est vraiment pour lui au fondement de la vie psychique. Ces premiers moments de détresse infantile où on est totalement démuni, totalement impuissant, totalement soumis à la bonne volonté des adultes autour de nous pour nous aider pour nous supporter en fait nous soutenir dans notre développement. Alors Freud le développe dans plusieurs textes, donc ça je glisse les textes pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Bon, les autres c'est pas la peine de retenir, mais des textes qui sont très connus comme Totem et Tabou en 1913, comme L'avenir d'une illusion en 1927, ou comme Malaise dans la culture en 1929, qui est un grand texte de Freud où il réfléchit au rapport très tourmenté de l'être humain
à la culture, et notamment à ce qui fait que l'être humain est en train de se détruire. Parce que vous voyez, il écrit ça en 1929. Donc là, à l'époque, Freud est encore en Autriche. Il va devoir émigrer parce qu'il est juif. Il va devoir émigrer à Londres. Et il voit que le monde, en fait, est dans un chaos, notamment depuis la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Bon. Et donc, Freud nous dit que cette angoisse devant la nature. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que la nature pour Freud? La nature, c'est deux choses, mais qui sont reliées. Ce sont des forces toutes puissantes du monde extérieur qui nous menacent de mort. Hein, donc là, vous voyez, c'est cette puissance de la nature, mais c'est ce qu'on sent là, par exemple, quand il y a des inondations en ce moment dans le Pas-de-Calais, on sent bien que c'est complètement, on peut rien faire contre cette puissance-là quand elle se manifeste. Bon. Et puis la nature, c'est aussi notre nature interne, c'est-à-dire c'est ce qui renvoie à notre part biologique et qui est lié à on fait que comme on est humain, on va être malade et on est menacé de mort. Hein, finalement, l'être humain, le destin de l'être humain, c'est la mort. Voilà. Et donc face à cette nature, qu'elle soit extérieure ou intérieure, finalement, cette nature, elle nous ramène à cet état de détresse insupportable propre à l'être humain lorsqu'il naît. Hein, donc la nature, pour Freud, elle fait expérimenter à l'homme son insupportable fragilité. Et vous voyez, on est quand même loin de l'idée d'une mère nature, hein, la bonne mère nature, qui serait bonne, protectrice, dont nous ferions intimement partie. En fait, dans notre culture, celle-ci, elle est d'abord vécue fantasmatiquement comme une source de menace dangereuse, effrayante, qui peut nous annihiler. Et c'est important en tout cas, moi, c'est important pour moi de poser cette hypothèse, parce que si on pose cette hypothèse-là, eh bien, on se dit que une nature aussi menaçante, on n'a pas, en tout cas fantasmatiquement, on n'a pas forcément envie, au fond, d'en prendre soin. On a peut-être plutôt envie de la détruire. François Terrasson, qui est mort maintenant, mais qui était maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle et qui s'intéressait beaucoup à notre rapport profond à la nature. Il aimait bien faire une expérience avec ses étudiants, donc il les lâchait dans la forêt de Fontainebleau. Bon, alors la forêt de Fontainebleau, c'est plus grand que le parc Barbu, hein, quand même. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus. Mais c'est pas non, c'est une forêt domaniale. Mais en fait, il y a aucun risque. Hein, il peut rien nous arriver dans la forêt de Fontainebleau. Mais en tout cas, il les lâchait dans la forêt de Fontainebleau. Et chacun était chargé de passer la nuit tout seul dans la forêt de Fontainebleau. Et il les lâchait en fin de journée, le soir. Il les récupérait le lendemain en fin de matinée. Et après, ils faisaient tous un débriefing pour voir ce qu'ils avaient ressenti pendant cette nuit. Et en fait, pour la plupart d'entre eux, ça avait été une nuit. Il y avait toujours un moment où une terrible angoisse était arrivée. Alors, ils partaient pas avec la tente, etc. Non, l'expérience, c'était quand même qu'est-ce qui se passe quand on vit une nuit tout seul dans la forêt. Et d'ailleurs, vous avez vu Le règne animal dont je parlais tout à l'heure? Qui l'a vu? Oui, je trouve qu'on retrouve ça en fait dans le film, hein, le moment où justement le jeune garçon va passer la nuit dans la forêt. On sent bien le côté potentiellement angoissant, mais lui il va redécouvrir aussi à quel point c'est aussi une forme de liberté finalement, le fait d'être dans cette nature. Bon, en tout cas, l'homme expérimente quand même, en tout cas dans notre culture, expérimente la nature comme quelque chose d'assez effrayant, parce que finalement la nature c'est ce sur quoi il n'a pas la maîtrise. Hein, qu'est-ce que la nature? Alors, une première définition, je vais vous en donner une autre juste après, mais c'est la nature, on l'expérimente comme ce qui fonctionne en dehors de notre volonté et de notre intervention. La nature, c'est le vent qui souffle où il veut, c'est la mer avec ses flux et ses reflux, ce sont les nuages qui s'abattent sur nous, avec des pluies qui s'abattent sur nous et des crues contre lesquelles on se sent totalement impuissant. Ça peut être aussi la nature, ça peut être des fourrés, des arbres, des friches, mais en général, on sent dans la nature ce côté sauvage, libre, non contrôlé ni maîtrisé par l'homme. Donc déjà, si la nature... Il me reste 5-6 minutes, il faut que je me dépêche. Si la nature est ce qui existe sans nous, eh bien, tout à son contact nous renvoie à notre petitesse. Donc déjà, c'est une claque à notre narcissisme. Mais c'est pas
je veux pas m'arrêter là. C'est-à-dire, moi, je vais plus loin. C'est-à-dire, l'hypothèse que je pose, c'est que la nature, c'est et là, je reviens à l'étymologie de la nature, c'est natura. Hein, ça signifie ce qui naît. C'est le fait de naître, c'est l'action de naître. Donc, ce qui caractérise la nature, c'est son côté vivant, c'est son autonomie, c'est sa capacité à naître et à se développer en dehors de notre contrôle. Et donc, mon hypothèse, c'est que cette imprévisibilité du vivant, c'est ce qui le rend radicalement étranger à nous. Et c'est ce qui nous angoisse énormément. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans la science-fiction horrifique. Hein, donc, des films comme Alien. Moi, j'interprète Alien comme un film qui nous montre bien qui nous angoisse à ce point. Alors là, vous avez tous vu Alien, à peu près? Oui? Bon. Alien, c'est un film vraiment il y a quelque chose qui est assez horrible. Mais ce qui vient nous horrifier, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, c'est ce vivant qui peut surgir, en fait, de n'importe où, ce vivant monstrueux, et qui, en plus, se nourrit de nous pour continuer à vivre. Hein. Et je trouve que donc c'est son autonomie qui nous inquiète, et c'est son côté monstrueux, et le fait que, ce vivant, il nous menace, il est une menace. Voilà, il me reste pas beaucoup de temps, alors je vais quand même, cette hypothèse, on pourrait y revenir, vous pourrez me poser des questions, et puis je pourrais développer. Peut-être juste vous dire que je pense que c'est par rapport à cette hypothèse-là, c'est pas par hasard que le diable, dans notre culture, est représenté avec des poils, des cornes, une queue. Il est associé à des animaux en rut, à des pulsions incontrôlables. Il se manifeste où, le diable? Il se manifeste le long des chemins creux, il se manifeste dans le brouillard, la nuit, dans des forêts sombres, dans des haies touffues. Donc dans tout ce qui renvoie finalement, que ce soit l'apparence du diable ou que ce soit la manière dont il se manifeste, les lieux où il se manifeste, ça renvoie bien à chaque fois à ce côté incontrôlable de la nature, et ce côté où l'homme n'a pas sa place, en fait, et ce côté extrêmement terrifiant. Voilà. Je vais développer une troisième hypothèse, sachant que dans le livre j'en développe à peu près 6. Troisième hypothèse, pour essayer d'expliquer pourquoi finalement on ne fait rien, voire on encourage même le désastre en cours. C'est lié à notre rapport à la technique et à la science. Alors, la technique et la science, finalement, dans notre culture, c'est ce qui a été développé par l'homme pour faire face à ce côté angoissant de la nature. Hein, et pour pallier, finalement, cette fragilité, ce sentiment d'impuissance, l'homme a, face à la nature, l'homme a développé la technique et la science. Bon. Ce que Freud nous dit, parce qu'en gros, il y a deux choses qui, là je reviens au texte de Freud qui s'appelle Malaise dans la culture. Ce qui rend l'homme malheureux, c'est quoi? C'est justement sa fragilité face à la nature. Donc c'est la nature qui nous emmerde, hein, que ce soit donc ces forces toutes puissantes ou que ce soit la maladie et la mort, mais tout ça c'est la nature. Ou alors celui qui nous emmerde, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le voisin, le parent, c'est l'autre, hein, celui avec qu'on doit scoltiner en permanence. Et Freud, finalement, dans Malaise dans la culture, il va plutôt réfléchir à la manière dont on fait avec cet autre. Et il montre que finalement la culture vient nous donner des guides pour finalement canaliser nos pulsions destructrices vis-à-vis de l'autre, et donc ça vient nous réfréner, et c'est pour ça que ça s'appelle malaise dans la culture, c'est que en même temps, on n'est jamais débarrassé de cette pulsion vis-à-vis de l'autre, et en plus, ça nous met dans un état de malaise parce que ça nous fait culpabiliser de toujours ressentir en fait cette agressivité vis-à-vis de l'autre. Voilà. Par contre, Freud, il laisse tomber tout ce qui relève de notre rapport à la nature. C'est-à-dire que culturellement, comment on fait par rapport à cette nature. Bon, ce qu'il nous dit quand même, c'est que ce qu'on a fait, c'est développer la technique et la science, donc comme des bons objets pour essayer de se protéger de cette nature, voire la contrôler et la maîtriser. Bon. Ce que nous dit Freud aussi, c'est que
en permanence, sont liés chez chacun d'entre nous, chez chaque être humain, sont liés les pulsions de mort et les pulsions de vie. Alors les pulsions de mort qui sont plutôt du côté de la destruction, de l'agressivité, de la mort, enfin voilà, elle porte bien son nom. Et de l'autre côté, les pulsions de vie qui sont plutôt du côté de la sexualité, du développement, de la créativité, de tout ce qui, en effet, est plutôt du côté de la vie. Voilà. Mais ce que nous dit Freud, c'est que les deux sont toujours liés et que on peut jamais se débarrasser en fait des pulsions de mort. Elles sont toujours intriquées avec les pulsions de vie. Justement, par rapport, dans son texte Malaise dans la culture, il nous dit que toutes les cultures nous donnent donc ces points de repère pour comment essayer de faire avec la pulsion de mort quand elle s'applique à l'autre, hein, dans l'agressivité, la violence, etc. Mais que même là, c'est difficile, c'est compliqué. Par contre, il ne dit pas de la pulsion de mort quand elle s'applique vis-à-vis de la nature. Et donc moi, mon hypothèse, c'est que à partir du moment où la science et la technologie ont été développées comme un moyen de se protéger et même de dominer cette nature dont on a peur et qui nous renvoie à notre état d'impuissance, hein, donc on a eu besoin finalement de prendre le dessus sur cette nature. Comme la science et la technologie c'est devenu un bon objet, eh bien on a oublié que en même temps dans la science et la technologie il y a aussi toujours la pulsion de mort qui est là, parce qu'encore une fois je le répète, ça c'est une notion très importante, c'est pulsion de vie et pulsion de mort sont toujours intriquées. Et donc mon hypothèse c'est que la pulsion de mort a pu se développer dans le champ de la technique et de la science tranquillement à l'ombre parce que justement, elle n'était pas identifiée comme étant présente, vu que la science et la technologie étaient considérées comme de bons objets. Or, c'est aussi la science et la technologie et les technologies qui sont propres à notre mode de vie qui nous amènent dans cette direction complètement catastrophique, hein, finalement. C'est-à-dire c'est la toute-puissance qu'elle nous donne qui nous conduit aussi à notre propre disparition. Hein, on sait très bien que, par exemple, le réchauffement climatique est complètement lié à l'activité humaine. L'activité humaine, en gros, depuis 2 siècles, qui est complètement liée au développement technoscientifique et avec ce qui va avec, c'est le développement industriel. Voilà. Et ce délire de toute puissance, on l'entendait tout à l'heure là dans le petit sketch, mais c'est ce qu'on voit à l'œuvre avec voilà toutes ces désirs de conquête encore plus loin, mais qui nous amènent toujours plus loin dans le mur, parce qu'elles sont toujours basées sur ce paradigme en fait technoscientifique qui est celui-là même qui nous amène au désastre. Hein, donc on va pas résoudre en fait ces problématiques écologiques par toujours plus de ce qui nous mène dans le mur. Voilà, donc là je suis obligée de terminer. Alors ça tombe bien parce que j'avais pas du tout prévu de vous donner des solutions. Parce que je trouve que ce serait un petit peu... Enfin, j'ai le temps d'expliquer, quand même. Alors, j'allais faire le lien sur cette question, parce que après avoir vu votre livre, je vous ai rencontré pour une interview, et la question que j'ai posée, c'est OK, en lisant votre livre, on sent, je dirais, elle habite pas bien, parce que ça renvoie à soi beaucoup. Et quelles sont les solutions? Et là, vous m'avez répondu... ne comptez pas sur moi pour donner des solutions. Ouais. Je suis désolée. D'ailleurs, j'espère que c'est pas trop lourd cette journée pour vous, parce que c'est vrai que entendre comme ça, voilà, ce sont des sujets très graves et qui sont pas forcément très très réjouissants. Mais en effet, moi, je vais pas vous donner de solution pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette solutionnite. Enfin déjà, qui suis-je pour avoir les solutions? Vous voyez, ce serait me mettre dans la position du maître, de celui qui sait. Et en psychanalyse, on se méfie beaucoup de la position du maître. Même si ce qu'on sait aussi en psychanalyse, c'est que ça arrange bien les gens d'en mettre certains en position du maître, parce que finalement, le maître, c'est celui qui sait pour vous.
Voilà. Mais l'éthique de la psychanalyse, quand vous allez voir un psychanalyste, justement, ou alors c'est que c'est pas un psychanalyste, hein, c'est que le psychanalyste, il vous dit pas qu'il va résoudre votre problème. Ça, c'est, je sais pas, certains psychothérapeutes ou certains qui vont vous dire qu'ils ont la solution. Psychanalyse, on vous dira jamais qu'on a la solution pour vous, parce que c'est vous qui progressivement allez élaborer un savoir sur vous, sur vos symptômes, et c'est vous qui allez être capable c'est même pas de mettre en place une solution, parce que ça se présente pas comme ça, mais c'est de se décaler par rapport à tout un ensemble de pensées ou de dire, voilà, c'est vous décaler dans la parole, vous décaler dans la place que vous prenez, mais en tout cas, c'est pas le psychanalyste qui va vous, ou alors ce sera vraiment un charlatan, c'est pas le psychanalyste qui va vous donner la solution. Donc moi, je suis fidèle à l'éthique de la psychanalyse. Je suis pas là pour vous balancer une solution, pour réfléchir à votre place, et je pense que le travail qu'on a à faire collectivement, c'est un travail politique, et pour faire ce travail politique, il faut que chacun s'en empare, hein. Donc il n'y a pas une solution miracle, ou sinon on arrive à des trucs délirants du genre que le nucléaire c'est l'énergie verte. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il faut avoir aucune connaissance de l'histoire de l'énergie nucléaire pour et de tout ce qu'elle implique pour nous prétendre que c'est la solution. Bon, voilà. Ça, c'est la première raison. Donc, l'éthique de la psychanalyse, c'est de ne pas prétendre qu'on a les solutions pour les autres. Puis la deuxième chose, c'est que la solutionnite, ce que j'appelle la solutionnite, c'est justement ce qui ne fait que contribuer à aller toujours plus dans le mur, parce qu'en général, les gens qui prétendent vous apporter des solutions, c'est toujours plus de ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire, ce sont toujours des solutions techno-scientifique, techno-industriel. Voilà, on a toujours donc on avait un problème avec les émissions de CO2 des voitures. On va faire des voitures électriques. Oui, sauf que les voitures électriques, ça pollue aussi, c'est basé sur l'extraction minière. L'extraction minière, c'est catastrophique. Enfin voilà, parce que ce qu'on veut pas faire, c'est remettre en cause peut-être nos modes de vie. Est-ce qu'on a besoin vraiment des déplacements, de tous les déplacements qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas supprimer un certain nombre de déplacements? Non. Pour éviter de se poser ces questions-là, en fait, on nous présente une solution, et cette solution, en fait, on va s'en saisir parce qu'elle nous évite les vrais questionnements, et en même temps, ces solutions sont des fausses solutions qui nous envoient toujours plus droit dans le mur, hein, plus vite dans le mur. Alors, Voilà. à défaut de solution, Bénédicte, en tout cas, vous avez inspiré grandement Sylvaine Génie, qui a fait. Vous n'avez peut-être pas vu, hein, parce que vous parliez, mais Sylvaine Génie, qui est plasticienne, a fait quelques dessins que je voyais moi là sur l'écran, qui étaient particulièrement pertinents. Alors, est-ce que, comme le dit Aurélien Barraud, la poésie, l'art, c'est une réponse, une solution au problème de l'écologie? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse non plus, mais en tout cas, merci d'avoir illustré aussi bien les propos de Bénédicte Vidaillé. Et si ça vous va, Bénédicte, on va passer tout en regardant les dessins aux questions qu'il y a dans la salle, qui, à mon avis, si vous n'êtes pas trop interpellés, devraient être nombreuses. Questions ou réactions, évidemment. Non, ça marche. J'aurais une de mes questions, c'est, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi l'une des problématiques avec l'écologie, notamment au niveau de la jeunesse, c'est pas aussi le fait que l'on ne permet plus à la jeunesse, entre guillemets, de rêver. Je citerai un film qui est sorti il y a quelques années de ça, qui s'appelle Tomorrowland, où justement, en fait, tout le propos du film, c'est ça, c'est un propos écologique, où justement, on cherche pas de solution à proprement parler, on dit juste, non, c'est pas possible, on va tous crever. Et c'est aussi peut-être le problème, je pense, des générations avant nous, c'est qu'il y a toujours ce propos très nihiliste qui fait que, justement, la jeunesse, on lui dit juste, tais-toi et assume. Et pour revenir à ce qui s'est passé avec Greta Thunberg, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une attitude très paternaliste et boomer vis-à-vis d'elle, parce que c'est une jeune fille qui dit des choses qui remettent en question la responsabilité des adultes? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a entraîné autant de violence verbale envers elle?
le fait que nous, en tant qu'adultes, on n'aime pas que quelqu'un de plus jeune et parfois plus impliqué politiquement que nous dise qu'on dit des bêtises, pour parler familièrement. Bah oui, moi c'est mon hypothèse, c'est justement que finalement elle venait tendre un miroir à la génération qui la précède, et que ça c'était insupportable en fait qu'elle vienne remettre en question cette posture d'autorité, justement cette position du maître là. Elle venait dire mais regardez, vous avez complètement échoué en fait, et nous qu'est-ce que vous nous laissez? Donc je pense que la violence des réactions c'est à la fois ça en dit long, je trouve, sur en effet la position vis-à-vis de ces jeunes générations, mais ça en dit long sur cette incapacité en fait à se remettre en cause et à regarder ses responsabilités dans le désastre en cours. Donc je pense qu'elle pointait du doigt quelque chose de très important, et c'est ça qui a déclenché ces réactions. Je m'y attendais pas en fait, j'ai été vraiment sidérée de voir, parce que ce qui me sidérait, c'est que moi je suis dans des milieux où le propos écologiste est beaucoup plus fort, beaucoup plus radical, et voire parfois beaucoup plus violent en fait. Donc pour moi, Greta Thunberg, c'est pas quelqu'un elle s'appuie sur le rapport du GIEC, elle va dans les institutions respectables, elle fait quand même appel à ceux qui ont le pouvoir pour leur dire sauvez-nous de ce truc, alors que moi je suis dans des trucs beaucoup plus radicaux, et donc c'est pour ça que je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette violence-là. Après, voilà. Faut pas oublier aussi le fait que c'est triste de dire ça, mais c'est une femme. Et c'est une femme sur Internet, aussi, qui a une grosse présence sur Internet, amenant justement à tout ça. Quand on voit les mouvements incel et d'extrême droite, notamment de mémoire Andrew Tate, qui s'est permis de s'en prendre à elle, ce qui a conduit à son emprisonnement, il y a aussi ça. Le fait que ce soit une jeune fille et surtout une femme qui parle de problématiques importantes de manière très sérieuse, enlevant le cliché de l'écologiste Nicolas Hulot, c'est aussi ça qui a entraîné justement ce débordement entre guillemets. Alors moi j'ai recensé justement toutes les attaques dont elle avait été victime, notamment les attaques verbales, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement on trouve aussi un peu quasiment n'importe qui. C'est-à-dire, oui, il y avait évidemment, comme d'habitude, toutes ces, ça venait de certains milieux qu'on a bien repérés, qui sont vraiment très extrêmes et très violents. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça venait, c'était des réactions même du commun, y compris, je vous parle encore de ma mère après 20 ans d'analyse, donc je dois encore avoir un petit travail à faire, mais ma mère, qui est quelqu'un de vraiment pas du tout violent et qui s'intéresse pas trop à la politique, je me suis retrouvée au petit déjeuner, elle m'a fait une diatribe contre Greta Thunberg. Là, je me dis, ah ouais, si même ma mère en arrive à dire des trucs comme ça sur Greta, là, c'est qu'il y a quelque chose à aller regarder quand même. Voilà. Donc en tout cas, j'ai trouvé que ces propos étaient quand même très très diffusés dans la société civile en général, et c'est ça qui m'a interpellée et qui m'a mis sur la voie justement ce sentiment en fait vis-à-vis des générations futures qui seraient bien caché, mais qui serait en fait pas forcément très bienveillant. Merci. Je me disais aussi qu'elle utilisait des mots qui n'étaient pas masqués en fait, et la manière de s'adresser aux politiques, cette manière d'utiliser des mots qui sont sans masque, sans structure, attachée à des structures, des choses très compliquées. Ça doit aussi beaucoup déranger, ce franc-parler peut-être. Non, je sais pas. Oui, j'entends. Enfin, j'ai rien de particulier à dire, mais c'est une hypothèse, oui, qu'on peut entendre. C'est intéressant cette approche psychanalytique. Je me demande, alors, vous avez développé 3 hypothèses. Il y en a 6 dans votre livre. Je les connais pas. Juste, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez pas que finalement l'absence de mouvement, c'est surtout un sérieux manque d'imagination? Je m'explique. Généralement, on agit par rapport à nos références.
par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à une mémoire, donc pas pas Jung, hein, non, mais à une mémoire qui en tout cas serait là où on s'appuie toujours sur ce qu'on a connu pour faire, et là on connaît pas, on sait pas, et peut-être voilà, c'est un manque d'utopie, un manque de créativité, un manque d'imagination, en tout cas un manque de référence qui nous empêche de prévoir, d'anticiper, de réfléchir et de proposer. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez développé. Donc, Olga Meurice qui a fait la première conférence pour Info, qui est ambassadrice au CERDD. D'accord. Alors, il y a un contre-exemple à ça, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. On n'avait jamais vu ça et tout le monde a réagi. Moi, c'est ça qui m'a interpellée en fait. C'est comment se fait-il que là, il y a une réaction aussi rapide, qu'elle soit mondiale, que ça aille plus loin que ce qu'on n'aurait jamais imaginé, que ça se fasse extrêmement vite. Et là, on n'avait pas de référence. Enfin, on n'avait pas. Alors, on peut dire qu'il y avait la gestion de la peste ou du choléra ou la grippe espagnole. Mais enfin bon, est-ce que nous, on a dans la mémoire la gestion de la grippe espagnole? Je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas ça très convaincant. Je pense pas que ce soit un imaginaire. On est allé beaucoup plus loin que ce qui avait jamais été fait, en fait, même dans la vaccination obligatoire, le pass sanitaire, enfin toutes les privations de liberté. On n'était jamais allé aussi loin, en fait, dans la gestion des populations. Donc c'est pour ça que le fait de dire que, enfin finalement. On rêve et on imagine sur d'autres sujets sur lesquels on n'a pas d'expérience. Et alors moi, c'est un rêve que je trouve, ce sont des rêves que je trouve plutôt du côté de la dystopie. Tous les délires technoscientifiques, ils vont hyper loin dans, enfin, ils vont bien plus loin que là où allait la science-fiction. Donc c'est pour ça, moi, je crois pas trop à cette hypothèse de ce serait un manque d'imagination. Quand on voit là la colonisation de l'espace, quand on voit même déjà maintenant où on en est, enfin je veux dire dans notre vie quotidienne, dans tous les dispositifs en fait que on n'aurait pas imaginé pouvoir les mettre en place en fait il y a 30, 40, 50 ans. Voilà, donc moi je crois pas trop au fait qu'on n'aurait pas les capacités d'imaginer et de rêver autre chose. D'ailleurs, ça renvoie à la question que vous aviez posée, monsieur, tout à l'heure, c'est le fait qu'on ne permette plus à la jeunesse de rêver. Je pense qu'il y a déjà des imaginaires alternatifs, il y en a plein. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi au fond on n'a pas envie vraiment de s'en saisir. Imaginaire alternatif, par exemple, je sais pas si on regarde ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'est passé, mais ce qui se passe encore, parce que là, il y a plein d'initiatives qui continuent de manière très sérieuse en fait à Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'endroits, il y a les Lentillères à Dijon, il y a ce qu'on fait à Lille, sur ce qu'on a fait pendant un certain temps sur la friche Saint-Sauveur avant qu'elle soit fermée là. Il y a plein en fait d'alternatives. L'imaginaire alternatif, il est là. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que là on ne s'en saisit pas, et d'où mon hypothèse qu'on s'en saisit pas, parce qu'au fond on n'a pas forcément envie de s'en saisir, on n'a pas forcément envie que ça change inconsciemment. Même si on trouve que ce qui se passe est horrible, mais au fond, j'ai par exemple une hypothèse sur notre rapport à la jouissance. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre mode de vie basé sur, parce que donc là je m'appuie sur Lacan, sur psychanalyse Jacques Lacan, sur le plus de jouir permanent. On nous promet en permanence un plus de jouir. Est-ce qu'on a envie de renoncer à ça? À un moment, on va bien être obligé d'y renoncer, mais ce sera peut-être pas nous, ce sera peut-être pas nos enfants, ce sera peut-être voilà. Et après moi le déluge. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça touche à sa fin la séance d'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a encore peut-être une dernière question ou sinon je crois qu'il y a 3 personnes là qui sont assises sur les marches. Monsieur, dame, vous êtes à l'ENPJJ ici. Il y a des sièges pour vous asseoir. Il y avait une question. Ouais. Il y avait une question encore. Ah non, stop. Bon, dépêchez-vous pour la question. Il y a une manif. Allez-y.
moi, je suis pas un tout jeune éducateur, mais enfin, je trouve que c'est des débats que vous avez maintenant. Et il y a 30 ans, moi, je les avais déjà. Enfin, j'avais conscience à la PJJ avec un ancien directeur d'ici, d'ailleurs, Christian Lemoine. On avait essayé de bouger des choses et tout. Puis on s'aperçoit que même dans nos services, ça bouge pas, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que ça bouge pas? Alors moi, j'ai pas d'hypothèse. Un jour, j'ai entendu un avocat de l'environnement italien qui disait tant que les gens ont quelque chose dans leur assiette, ils bougeront pas. Qu'est-ce qui fait que l'homme attend la catastrophe pour bouger? Pourquoi le Covid finalement nous a fait bouger et maintenant on bouge plus? Enfin, vous voyez, est-ce qu'il faut attendre la crise, la frustration, le risque de ne plus jouir pour pouvoir bouger finalement? Voilà, c'est une question. Bah justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un domaine à l'autre, on n'a pas le même rapport. C'est-à-dire, il y a des domaines où on bouge et des domaines où on bouge pas. La question du terrorisme, je veux dire les plans Vigipirate, les réactions très rapides, très fortes et puis cumulatives. Je veux dire, on y a assisté. Voilà, on parlait du Covid. Donc justement, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'est-ce qui fait que dans certains domaines, on ne bouge pas et dans d'autres, par contre, on met en place des mesures, y compris parfois des mesures même qui vont très très loin, qui peuvent être comporter même d'autres risques, des mesures qui prétendent répondre aux risques auxquels on s'attaque, tout en créant éventuellement de nouveaux risques. Bon, voilà, c'est pour ça pour moi, il y a une spécificité quand même de notre rapport aux questions environnementales et climatiques que je vois pas forcément dans d'autres domaines. Donc je relativise pas les choses comme vous. Merci beaucoup. C'est bon, Bénédicte, on peut en rester là? Oui, on peut rester là. Et j'ai apporté juste 5 exemplaires du livre parce que je croyais que vous l'aviez commandé. Voilà, donc j'en ai que 5. Si ça intéresse, sinon vous pouvez le trouver un peu partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci.